En route donc pour le sud, en suivant la nationale 7. Nous arrivons en Pays-Bas. Après Iouche, nous attaquons le plateau d'Urumbé, savane habitée surtout par les termites, mais pas seulement, car ça et là, des hommes se sont installés auprès de rares et maigres cours d'eau et élèvent des ébus. Les Bars, une des 18 ethnies malgaches, sont d'abord des éleveurs. Leur culture tourne autour du zébu. Les troupeaux sont l'enjeu de bien des conflits. On parle beaucoup des malas, les voleurs de bœufs. Ne dit-on pas qu'un jeune homme ne se mariera que s'il s'est déjà procuré des zébus? Une ligne de roche barre l'horizon. C'est le massif de l'Ishal, le site numéro 1 du tourisme malgache. Ces blocs de grès façonnés par les éléments, traversés de canyons profonds, évoquent immédiatement les images bien connues de l'Ouest américain. C'est le Colorado malgache. Et tout de suite, passé le massif, voici l'Eldorado malgache. Voici Ilakaka, la ville du saphir. Découvert dès 1993 par Abdul Aziz, malgacho-comorien, le premier saphir était rose. Fait la paix en malgache. Il trouva par la suite des saphirs bleus, en parla à Joël Delorme, qui exploita la première concession à Ilakaka Bay. Devenu maire de cette commune, Aziz nous parle de cette époque. On a trouvé les saphirs juste en surface et s'éparpillés dans les villages d'Ilakaka, environ 9 km de l'entour d'Ilakaka. On a trouvé les saphirs en surface, même dans la rue, au milieu du village, au terrain de l'école, au bureau de la commune. On a trouvé tous des saphirs. Et c'est comme ça qu'on a trouvé beaucoup de saphirs avant que M. Delorme arrive ici. Et vous faisiez la fête, c'est ça? On a fait la fête. Mais le problème, les prix avant, c'est pas comme les prix maintenant qu'on trouve. On a voir beaucoup de millions maintenant avec une pièce de saphir. Mais avant, juste à 25 000, 50 000 francs, une pièce de saphir. Depuis la concession de l'Orme, on remonta le filon, en laissant des cratères de carrière, le long de la rivière Ilakaka. Des agglomérations se créèrent au barrage, à Mbarazi, puis au pont sous la nationale, Andoane Ilakaka. Et c'est à Mbarazi que naît la première ville champignon. Jean-Baptiste, qui fut président du comité de sécurité du site, ravive ses souvenirs. Depuis 1997, que les Malgaches attendaient que là, à Mbarazi, il y en a des saphirs. Oui. Alors, tous les Malgaches, ils sont venus ici pour creuser les saphirs. Il y en a ici environ 4000 personnes d'après notre recensement. Il y en a des bars, des épiceries, hôtels, discothèques, radio, mahirla, des éclairages publics aussi, à ce moment-là. Il y en a derrière nous, il y a une suite vous construisez par CRS, Catholic Relief Service. Il y en a aussi des WC ici construisés par les CRS, mais c'est déjà détruit. Oui. Mon bureau, c'est là-bas en haut, un peu en nord là, devant les comptoirs de saphir, mais c'est déjà balayé, c'est déjà détruit. Oui. En 2004, face à un exploitant japonais ayant des droits sur la zone, Jean-Baptiste, défenseur des petits, fut emprisonné quelques jours et les autorités expulsèrent manu militari les petits exploitants. Maintenant, je reste en douane là. J'ai tenté mon sens pour les saphirs. Je fais des carrières maintenant. Oui. Mbarazi rasé,
Andohani-Lakaka est aujourd'hui la capitale de la zone Saphir, qui compte une cinquantaine de sites d'exploitation dans un rayon de 50 km. La ruée vers le Saphir a rassemblé ici toutes sortes de populations. Les carrièremans, qui sont le plus souvent des paysans sans terre ou en difficulté. Venus de toute l'île, ils creusent et parfois se remettent à l'agriculture s'ils trouvent un bout de terre. S'ils sont encore pauvres, ils ont maintenant l'espoir et la liberté de s'en sortir. Les businessmen, plus délurés que les précédents, plutôt d'origine urbaine, ils se sont mis à l'anglais pour entrer en relation avec les acheteurs étrangers qu'ils appellent « boss ». Ils visitent tous les sites de brousse et ramènent les pierres aux acheteurs. Ils furent les acteurs des affrontements meurtriers entre gangs à connotation ethnique autour de l'an 2000. Jeunes pour la plupart et parfois les poches pleines, ils contribuèrent largement à l'ambiance saloon du début. Les Sri Lankais sont les plus nombreux des acheteurs étrangers qui ont pignon sur rue. On trouve aussi des Thaïlandais et quelques Africains de l'Ouest. Sri Lanka et la Thaïlande étant les leaders mondiaux du saphir, leurs ressortissants sont ici pour faire du business et aussi contrôler le marché mondial du saphir. Il ne leur fut pas facile de s'imposer face aux habitudes malgaches. Certains y parvinrent, tel Eltika qui nous livre ses impressions. Je suis venu pour la première fois à Madagascar en 1999. À cette époque, c'était très risqué et très dangereux. Il y avait quelques personnes qui nous intimidaient avec des armes à feu. Maintenant, certains Sri Lankais rentrent tous les 3 mois, d'autres ont des visas de résidents, ils ont épousé des femmes malgaches, ils ont des enfants. Ils souhaitent une vie heureuse et tranquille avec les malgaches, dont 95% sont bien et honnêtes. À noter qu'à partir de 2004, pour trouver la paix à laquelle ils aspirent, et peut-être pour être les premiers à recevoir les businessmen venant par le sud de la brousse du Saphir, certains Sri Lankais se sont déplacés sur la Nationale 7 à Manumbu Bay et s'y sont établis. Plus récemment, ils ont continué plus au sud encore en investissant Sakaviru Mahasua. Outre ces 3 catégories directement liées à l'économie du saphir, il faut citer parmi les immigrants les prestataires de services, commerçants, taximans, gargotiers et tous les petits métiers utiles au quotidien, porteurs d'eau, coiffeurs, etc. Parti d'une centaine d'individus en 1996, on estime aujourd'hui à 25 000 habitants la population d'Andohani-Lakaka et à 200 000 l'ensemble de la zone saphir. Si quelques compagnies, notamment thaïlandaises, ont mis en place des exploitations industrielles équipées d'engins adaptés, le gros de la production est artisanale ou semi-industrielle. En fait, le saphir repose sur une couche de galets. Si cette couche peut affleurer à la surface, comme nous l'avons vu à Ilakaka Bay, ailleurs il faut creuser des puits pour l'atteindre. Ensuite, on creuse des galeries horizontales, tout cela sans étayage, pour remonter la terre qui doit alors être tamisée.
Ce travail artisanal et dangereux, réalisé avec des bêches et des bougies, peut intéresser un petit groupe de particuliers, une famille par exemple. Sans statistiques officielles, on chiffre le nombre de décès par centaines depuis 1998. Si les forages semblent fructueux, on décide alors d'enlever toute la terre au-dessus de la fameuse couche. On parle alors de décapage. Et l'on passe à une exploitation semi-industrielle avec un boss à sa tête. La Banque mondiale et la Banque suisse, ainsi les a-t-on appelées, en sont de magnifiques exemples. Aujourd'hui, on s'interroge sur la capacité de ces nouveaux établissements humains à perdurer, à éviter de devenir, comme d'autres ruées l'ont montré, des villes fantômes. Déjà en 2008, suite à l'interdiction gouvernementale d'exporter les pierres brutes, et en 2009, année de crise politique à Madagascar, le niveau d'activité saphir a baissé. Des acheteurs étrangers sont partis. Les nouvelles populations migrantes ont-elles suffisamment pris racine pour surmonter ces épreuves? Gaëtan Feltz, que nous avons déjà rencontré du côté de Tamatave, tente d'apporter des éléments de réponse. Lui et ses étudiants du département des sciences sociales du développement de l'université de Tananarive ont, depuis 2001, étudié les mouvements migratoires et les infrastructures mises en place essentiellement par les églises et les ONG. Depuis Ambaraz, Gaëtan nous décrit son rôle d'historien et sa méthode.